Maman coach, vous étiez là. Merci beaucoup. Maman coach. Voilà. Je suis là. Oui, oui, oui. Moi, Nathalie n'a pas question au retour n'a papa Boaz tout à l'heure. Désolé parce que Nani Nanga et Zaki n'a problème. Monsieur Boaz, vous avez parlé en disant que bilan et Félix et Zali moitié réussi, moitié non. Au lobby sécurité, on mentionnait dans nos sécurités. Après eux, qu'on mentionnait au lobby, ma diplomatie. C'est quoi le rapport en fait? Sécurité Lingolo Banini, na bilan il y a Félix. Monsieur Boaz, démutez-vous s'il vous plaît. On pose la question. Monsieur Boaz, vous êtes là. Merci beaucoup, madame. Na CPL, j'ai beaucoup d'abord aimé votre manière de poser la question. Ça, ce sont des manières quand même républicaines. On n'est pas ici pour écouter du charabia tel que la dame Elisabeth venait de parler et n'a rien parlé, juste rempli de la haine. Ça, c'est pas la République. Félix passera. Et si on n'a pas l'amour de ce pays, madame, je vous dis, avec ce genre de propos, et vous ne serez jamais une dame pour un bon foyer. Je vous dis la vérité. Monsieur, vous n'allez pas résumer ces propos en fonction de couple. Qu'est-ce que ça a à voir sur votre femme? Monsieur Boaz. Monsieur Boaz, là, vous êtes quand même assez culotté de définir les propos d'une dame en fonction de sa vie privée. Qu'est-ce que ça a à voir? Monsieur Boaz, c'est de la misogynie ce que vous dites. C'est de la misogynie. Vous ne pouvez pas rentrer dans sa vie privée. Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi, la valeur d'une dame ne dépend pas de son couple, s'il vous plaît. Excusez-le, ça c'est quelqu'un qui apprend le français. Il n'est pas encore capable de s'exprimer correctement en français. Ayébité, ça problème été. Il sait pas s'exprimer en français. Donc voilà le problème des gens qui parlent en français mais ne comprennent pas leurs propres propos. Merci. Bon, c'est pas même ça. Moi, je ne suis pas dans tout ce genre de choses là. Je ne suis pas dedans. Il faut répondre aux questions à ma maman coach. Et avant d'aller là-bas, j'aimerais aussi vous dire que maman, si cette dame a utilisé Félix, elle a traité Félix à tous les mots. En tout cas, ça ne m'a pas chanté, ça ne m'a pas fait du bien. Papa, on peut répondre à la question d'Angaï Natunio, s'il te plaît. Oui, je réponds à la question. En tout cas, je réponds à la question parce que je ne crois pas que je serai toujours ici pour Nakoyoka MP Babiloko Aoutioloba et sans rien proposer, sans rien dire. Quand on fait des débats pareils, après tout, il faut proposer toujours des solutions. Félix Azanzambete, Papa, Félix vous perdez le temps là. Il y a beaucoup de gens qui vont parler. Répondre à la question. Rapport Nizali entre sécurité et Félix Nabilan Nayena Ozoloba diplomatie. Je réponds directement à la question liée à Papa, Yoka, si on va poser une question, Zalaka tout droit. Non, on vous pose une question, répondez directement, vous me perdez le temps là. Oh. Je réponds directement à la question liée à la sécurité. Oui, à ce qui concerne la sécurité, Félix a beaucoup travaillé sur la sécurité parce que ce n'est pas facile. Il a trouvé d'abord sous mandat, il a trouvé la guerre et après avoir observé d'abord à l'intérieur d'abord de notre armée qu'il y avait l'infiltration et ce qui a même fait que non, l'infiltration a touché même les sommets de l'armée. Il a commencé à détruire et après avoir détruit, il a ramené d'abord cette méthode-là de la conscience dans les têtes de tous les soldats pour dire que non, ce pays restera pour nous. Aujourd'hui, je parle de l'insécurité, ce qui est peut-être à l'est de notre pays. Oui, il y a une partie de notre pays qui est bloquée, mais cela ne fait pas que non, notre armée puisse évoluer. Bientôt là, ça va aller passer. Si Félix acceptait aujourd'hui de déclarer la guerre, Nagoma, peut-être ça sera le peuple congolais qui mourra. Ça sera peut-être le peuple de Goma, nos citoyens au Bakokoufa. Alors, Papa, ton lobby la sécurité, au lobby Félix a travaillé sur sécurité. Sécurité, Ango Nini a travaillé en sachant que Félix t'envoyé na pouvoir guerre ezala quitté na Congo. Lelo oyo guerre ezali, est-ce que au lobby la peuple est protégé, est à l'aise ou pas? Non, mais Félix a trouvé la guerre. Monsieur, s'il vous plaît, quand il y a eu avec Kabila, il y a eu Nani, passage, il y a pouvoir. Il y avait la guerre au Congo, s'il vous plaît? Évidemment, il y avait la guerre. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre, il y avait nos villes qui ont été prises. Tozala qui na Goma Kivu, Tozala qui na Ngo, oui ou non?
Non, non, Goma qui vous Tozalaki nango, oui ou non? Question nangai. Ezalaki appartenir à ma Congolais? Madame, vous posez la question en même temps. Botika répondre, vous posez la question, Botika répondre. Oui, tant que Félix a eu pouvoir, Tozalaki na Goma, Tozalaki na Bukavu, Tozalaki na Nord Kivu, Tozalaki na Ngo. Mais maintenant, il y avait des cités qui occupaient, comme Bunankada, depuis même au moment où il y avait les élections, il y a eu une partie, en 2018, où la élection était à cause il y a insécurité, où l'armée, les M23 occupaient. Et après avoir pris le pouvoir, Félix Tang a eu le pouvoir, tellement qu'il y avait la haine, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Les gens là, ils se sont associés parce qu'ils connaissent déjà que non, ils allaient dans le couloir moko économique, ils allaient na est. Il fallait pas ça là, yango pour na s'associer, ba kende kuna, ba se multiplier, ba effort, ba renforcer nani insécurité au Isakuna na est. Félix a trouvé la guerre. Et il y en avait, même pendant les élections de 2018, il y a eu des sectes, il y a eu des milieux où il n'y a pas eu les élections. Merci. Merci, papa Boaz. Il y a une motion. Maman Bengu. Maman, excusez-moi, Maman Bengu. Maman Longombe. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Il y a Eli. Longombe, comme Bengu est solo. Là, on peut. Désolé, ça, désolé. Bon, à mon Bengu, azo tapoter na sia, et c'est pour ça. Désolé. Merci Bengu pour le tapoter. Pas de souci. Boaz, il te serait beaucoup plus simple de communiquer dans une langue dont tu as la maîtrise. Parce que depuis le début de ton intervention ici, tu ne sors que des catastrophes. Tu ne peux pas prétendre que le bilan actuel sur 8 ans de Félix soit mitigé. Nous parlons d'inflation. Le panier de la ménagère de plus en plus inexistant. Nous parlons d'une pauvreté accrue à plus de 110%. L'insécurité sur l'ensemble du territoire. Je ne parle pas ici encore du fait de la guerre. Dans les rues, ton pays, le Congo, la RDC, à ce jour, n'est même plus comparable à Haïti. C'est pire que Haïti. Les détournements, l'abus qu'il y a à répétition sur 8 années, des sommes colossales sur les deniers publics, jamais vu dans le monde. Alors qu'avant son arrivée au pouvoir, le Québec était le territoire le plus corrompu de la terre. Ton pays, ce régime, a battu le record. La désacralisation même de l'entité du pouvoir au niveau de la présidence. Dois-je vraiment énumérer les faits que tout le monde ici connaît? Solennité. La diplomatie. Fleuve, je n'ai pas compris ce que tu as dit parce qu'on a parlé en même temps. Vous avez utilisé un terme, mais j'aurais dit la solennité du pouvoir. Ça, c'est toi qui l'aurais dit. Moi, j'ai choisi mon terme. J'ai dit la sacralité. Toi, tu parles de la solennité. Oui, mais j'y vois un côté religieux dans votre pensée. On va arrêter. Non, je ne suis pas dans la religiosité. Merci de me laisser parler. S'il vous plaît, monsieur, maman, on va arrêter d'interrompre lorsque quelqu'un parle. S'il vous plaît, hein? Respectons-nous. Merci. Allez-y, maman. Merci, Yaeli. Donc, tu parlais de la diplomatie. À chaque fois qu'un pays se met en marche pour une démarche diplomatique à travers le monde, c'est pour récolter des résultats concrets. Il a été promis à la population par celui-même là que tu viens défendre ici, à savoir le président, que la diplomatie agissante ramènerait des investisseurs. 8 ans après, quel est le bilan? Quel investisseur est venu? Zéro.
Parlons infrastructure. Aujourd'hui, le Congo ressemble à un chaos. Même Gaza, qui a été bombardé pendant des années par Israël, est encore mieux que ton pays. Parlons de l'éducation. Quand vous montez, fermez vos micros, s'il vous plaît, les yaya. Parlons de l'éducation. En effet, il y aurait à faire et à refaire, mais ces 8 dernières années, c'est une catastrophe. Et ceci à tous les niveaux de l'éducation par l'instruction primaire, secondaire et universitaire. Parlons de l'emploi pour les jeunes alors qu'il y a un ministère de la jeunesse qui existe. Les jeunes sont sans emploi. Ils sont eux-mêmes appelés à la criminalité aujourd'hui pour s'en sortir. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y a pas de magie, hein, papa. Regarde un peu ceci. Félix arrive dans un pays tout entier où tous les 4 coins de la RDC sont unifiés. 8 ans après, le pays est morcelé. Félix nous ramène une nouvelle manière, il nous enseigne tant à la RDC, à l'Afrique qu'au monde. Une nouvelle manière de gouverner par la disgrâce. Quel autre président sur Terre a eu à le faire? Tu as parlé de l'unité? Félix est venu nous diviser, papa. Regarde par toi-même, et tu en es conscient, même si tu vas faire semblant. Regarde toutes les nominations. Sur 100% de nominations, nous connaissons tous les origines de ceux qui occupent les postes. Qu'en est-il alors des autres Congolais? N'est-il donc pas président des autres non plus? Les autres ne sont donc pas son peuple, ne font pas partie de son peuple. Papa, regarde l'incompétence. Papa Nangaï. Regarde leur manière de fonctionner. Ce sont des gens qui se laissent prendre par surprise. Ils ne prévoient pas. Ils ne calculent pas, alors que gouverner, c'est prévoir. Ils sont constamment surpris. Regarde un peu ce qui se passe avec les étrangers vivant au Congo. Akimi, Yaya Keimawa. Bon, Yaili, le quoi Yaya Keinga impena kiti na tikibino boss. C'est triste et malheureux. Non, c'est pas grave, vous restez là parce que il y a beaucoup qui défendent le pouvoir, donc les panels doivent être équilibrés. Je demande à ceux qui non, je ne vais pas rester pour répondre à tout le monde parce que ce que je dis. Non, le panel est équilibré. Excusez-moi, le panel est équilibré. Il y a l'opposition et la majorité. Les amis, faites votre demande pour équilibrer le panel. J'aime pas que le panel soit comme si c'est voilà. Donc je veux aussi voir les gens. Je vais descendre et si nécessaire je remonterai. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci Aya. Merci. On doit équilibrer le panel. Merci beaucoup les amis. Faites vos demandes pour équilibrer le panel. Les modérateurs, aidez-moi à faire monter les gens, à faire descendre les gens s'il faut. Voilà. S'il vous plaît, modérateurs. Tapotez, partagez, abonnez-vous. Hein. On va donner la parole à Monsieur Fleuve. À vous la parole, Monsieur Fleuve. Voilà. C'est pas mon tour, Eli. C'est mon tour. Il est venu après moi. Ah oui, excusez-moi. C'est Monsieur Mwanamboka, effectivement. Allez-y, Monsieur Mwanamboka. Ah d'accord, merci. Déjà, bonjour à toi, mon frère Eli. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman Elisabeth. Bonjour à tout le monde dans le panel. Cher ami Eli, en tout cas, merci d'avoir choisi ce sujet. C'est tellement important pour notre pays. Moi, je vais d'abord commencer au début du mandat de Félix Tshisekedi. Quand il a prêté serment vers l'année 2019, le 25 janvier 2019, si je ne me trompe pas. Après 3 mois, le monsieur a lancé un programme qu'on appelle programme de 100 jours. Un programme où estimé à un montant de 500 millions de dollars
c'était d'abord un programme inconstitutionnel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un premier ministre. Le monsieur s'est lancé un programme largement inconstitutionnel. Il a décaissé 500 millions de dollars pour financer ces programmes. Fort malheureusement, cet argent a été dilapidé entre lui et Kamere et tous ses amis-là. Ils ont fait un semblant d'organiser un procès, un procès de 57 millions, sous prétexte que c'était un procès de 100 jours. Or, formalisement, c'était juste un procès particulier. C'était juste une rubrique c'était juste une rubrique où Vital Kamere avait perçu ces montants pour acheter des maisons préfabriquées. Et le reste des montants a été dilapidé. Et aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a des Congolais sérieux qui montent dans les panels pour défendre un régime comme ça. Ils ont fait leur truc là des FCC cash. Et ils ont choisi un premier ministre. À l'époque, c'était notre vieux Ilukamba. Ils ont lancé un programme de gouvernance de 15 piliers. Pendant que M. Ilukamba est en train de superviser ces programmes, on a constaté des tractations entre les deux partis sous prétexte qu'il n'arrive pas à évoluer parce qu'il est bloqué par Joseph Kabila. C'était ça les prétextes que Félix Tshisekedi soulevait à tout moment. Il y a eu échec. Le MCC s'est décidé d'arrêter avec cette fameuse coalition et de commencer à construire sa propre coalition avec d'autres partis politiques. Fort malheureusement, le MCC tentait de continuer à perfectionner à cet échec. Il échoue, il n'y a pas de réforme. Quand vous regardez des secteurs qui composent qui accompagnent même la gouvernance de notre pays, vous allez voir qu'il n'y a eu aucune réforme. Personne ne peut me citer un seul secteur aujourd'hui que Félix Tshisekedi a réformé pendant qu'il est au pouvoir. Le Messie a trouvé 500 bis Transco. Je vais prendre rapidement le secteur des transports. 500 bis Transco quand il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, si vous essayez d'énumérer les bis, ça ne va même pas arriver à 70 bis. C'est au moins 50 bis comme ça. Et le DG à question le DG de Transco a été arrêté et transféré en prison Makala sous prétexte qu'il avait détourné de l'argent. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, Félix Tshisekedi a trouvé 4 avions Congo Airways quand il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, tous ces avions ne volent plus. Et ils ont même vendu les avions à 11 000 $, chers amis. Vous pouvez imaginer 11 000 $ à cause des monteurs. Il y avait un problème de monteurs. Donc, il n'y a plus l'avion. Il est allé créer une entreprise mixte avec les Éthiopiens pour que les Éthiopiens puissent financer, amener les avions. Et aujourd'hui, vous allez voir que Congo, sur ces trucs-là, Congo, sont gérés par les Éthiopiens et nous, les Congolais, nous ne sommes pas là. Le monsieur est venu au pouvoir, il a trouvé l'intégrité territoriale était dans l'ensemble, ça fonctionnait normalement. Il faut rappeler une chose, qu'en 2018, il y avait un problème au niveau de Yumbi, de Butembo et de Beni. C'est pour cela il n'y avait pas les élections dans ces territoires-là que je viens de citer, parce qu'il y avait des conflits, des tribus, tout ça, des trucs comme ça. Et Corneille Nang, à l'époque, avait mis à côté ces territoires-là. Mais les pays dans son ensemble, ça fonctionnait normalement. On avait Goma, on avait Bukavu, on avait tous ces grandes villes-là. Le monsieur est venu dans son amateurisme, dans son ignorance, dans son enfantillage.
il est venu au pouvoir, il a commencé à approcher tout le monde, n'importe comment, jusqu'au point de chercher à approcher l'FCM23, de faire revenir ces groupes-là au niveau de Kinshasa, pour tout simplement faire du mal à Joseph Kabila. Il a signé des accords. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était Kakonde qui était le ministre de l'Intérieur. Ils ont décaissé 1 300 000 $ tout simplement pour nourrir l'AFC M23. Ils ont fait 14 jours à Kinshasa. Ils ont signé des accords. Les images existent dans YouTube là-bas. Ils ont signé des accords. Après, ces gens-là ont rentré. Ça commence à poser des problèmes par rapport à l'exécution de cet accord. Après, les hostilités ont recommencé au niveau de l'Est de notre pays. Donc, vous allez constater que l'MC a échoué dans son ensemble. Il n'y a aucun secteur qui fait ce qu'il avait trouvé et il a amélioré aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il a échoué. Il n'a, oh non, le fait ce qu'il a construit des hôpitaux. Quel hôpital qui fait ce qu'il a construit? Il a construit aucun hôpital aujourd'hui que Mouta sérieux Congolais Koiko Kende a quelque chose de traitement dans un hôpital. Ça n'existe pas. Merci ça n'existe pas. Pour chuter, j'ai dit ceci. Donc, on ne peut pas aujourd'hui parler d'un bilan inexistant. Moi, je ne vois même pas comment on peut s'éterniser dans ce débat parce qu'il n'y a pas un bilan. C'est-à-dire le bilan est tellement inexistant. Le MES avec ses amis ont pillé la République systématiquement et aujourd'hui il est coincé, il n'arrive pas à s'en sortir et voilà. Donc il n'y aura pas les élections, il commence à créer des prétextes. Oh non, je dois changer la constitution. Si fait ce qu'il dit. Oh, je dois souligner quelque chose rapidement, je cite par là, cher ami Eli. Vous savez, à l'époque, le MES a trouvé un réforme que Joseph Kabila avait apporté à l'époque sur l'amélioration, la modification des codes miniers. C'était à 1% et il a amené ça à 10%. C'était une occasion monumentale pour Félix Tshisekedi de gagner de l'argent, de gagner des fonds et de nous amener au développement. Or, le MCT est venu au pouvoir, il y avait une autre conception du pouvoir. C'est lui, dans sa tête, la seule conception du pouvoir, c'est de chercher de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Tout simplement, merci beaucoup. Vous avez dépassé largement. Plus de 10 minutes là, c'est trop. Merci beaucoup les amis, on tapote en bas, on sécurise le live. Merci, on tapote, on sécurise le live. Et vous qui êtes en bas, merci de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je demanderai, il faut équilibrer le panel. Il faut qu'il y ait la majorité et l'opposition. C'est très important pour l'équilibre du panel. On va donner la parole à Monsieur Fleuve. Bonjour Monsieur Eli. C'est un plaisir, voilà, de monter sur votre panel. J'ai entendu maman, c'était maman Lomani tantôt, ou Lomani. Je sais pas si c'était une dame ou un homme. Longombe. Longombe. Maman Longombe. Ah oui, c'est une maman. Donc oui, elle avait une voix assez masculine, mais voilà, son propos était très clair. Et donc, je pense que concernant Monsieur Boaz, comme on dit toujours, le mensonge finit toujours par être démasqué. Donc, voilà le genre d'intellectuels que les universités congolaises produisent, c'est-à-dire des déchets intellectuels. Excusez-moi du terme, mais c'est à ça que se résume ce monsieur Boaz qui sur sa photo de profil affichait un habit de diplômé, semblant être fier de ce qu'il est capable de produire en termes d'analyse. C'est juste risible. Donc moi je veux revenir par rapport, il faut revenir à la genèse, voilà, de l'histoire de Félix Tshisekedi, de comment il a été élu. Je vais partager avec vous un petit article, voilà, d'un quotidien, ou un journal belge, non, une presse très connue belge, qui est la VRT.
qui affirme bien que Monsieur Tshisekedi s'est fait élire sur base d'un faux diplôme. Donc, cet article a été repris par les autorités qui l'ont confirmé, par l'école elle-même qui l'a confirmé, et par les autorités judiciaires. Donc, voilà, je vais partager avec vous. Prenez le temps de lire cet article. Attendez deux petites secondes. Voilà, je vais le mettre plusieurs fois. Donc, après cela, que faut-il en déduire? Il faut en déduire qu'on a donné les clés du pays à un inapte intellectuel qu'est Monsieur Félix Tshisekedi, alias premier enceinteur national de la RDC. Non, vous n'êtes pas obligé d'être condescendant dans vos propos. Donner des arguments, s'il vous plaît, parce que là, je ne veux pas. Je veux pas de tels propos. Je retire. Voilà, c'est vraiment... Je retire. Déjà, vous avez utilisé inapte intellectuel. Vous allez encore dans des... Non, attendez. Donner des arguments... Donner des arguments au lieu d'aller dans des attaques personnelles. Merci. Ok. Donc, en termes d'université, Monsieur Félix Tshisekedi s'est targué de construire énormément d'universités. Ok. Mais que produisent ces universités en termes de recherche, en termes de professeurs de haut niveau, ou alors en termes de futurs cadres au niveau de la scène politique congolaise? Je ne pense rien du tout. Aujourd'hui, nous avons des gens comme le professeur Mbata, qui est un constitutionnaliste très connu, qui aujourd'hui, au lieu de donner cours, chante joyeux anniversaire à Monsieur Félix Tshisekedi. Voilà, c'est ça qu'on produit comme intellectuel. En termes économiques, comment un État peut dilapider plus de 82% de son budget pour le fonctionnement, plus de 80% de son budget pour le fonctionnement de l'État. Mais c'est insensé. C'est-à-dire le fonctionnement, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le fonctionnement de l'État nécessite 80% du budget de l'État. Dans aucun pays, on n'a jamais vu cela. Il y a des règles basiques en économie, c'est-à-dire qu'on doit prévoir les choses. Et ça, Monsieur Félix Tshisekedi ne le fait clairement pas. En termes de diplomatie agissante. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les accords de Washington? C'est-à-dire des accords qui devaient mettre fin à la guerre dans l'est du pays. Aujourd'hui, on n'est nulle part. On a signé des accords non seulement qui nous engagent, mais nous coincent en termes d'action politique ou militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le Rwanda quitte le Congo, il faut que les Rwandais soient convaincus qu'il n'y a plus des FDLR dans notre pays pour qu'ils puissent sortir. J'explique ça en termes simples. Donc, c'est au Rwanda de décider quand sortir. En termes de diplomatie, c'est un aveu de faiblesse. C'est presque une faute diplomatique. C'est-à-dire que le Rwanda nous fixe ses conditions pour sortir du pays. Et je rappelle que c'est Monsieur Félix Tshisekedi qui a emmené Monsieur Kagame au stade des martyrs, qui nous a dit que les Banyamulenge étaient nos frères,
que Monsieur Kagame était un partenaire du Congo, il y a une totale renversement de rapport de force. En termes diplomatiques, nous avons échoué. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a été pris à son propre jeu avec des partenaires qu'il pensait fiables. Autre chose à dire, également, sur les routes. Les 145 territoires, les desserves agricoles qui devaient être construits. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Je crois que pas plus de 1000 kilomètres de route, si je me trompe pas, c'est à voir, n'ont été construits au Congo durant ces 7 ans de pouvoir de Monsieur Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est à la tête d'une armée numérique dont la première représentante, la Matamor, est Madame Maniké, chef des armées numériques congolaises. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une bêtise que le pouvoir aujourd'hui veut fermer TikTok alors qu'elle-même paye des personnes pour soutenir ses messages politiques et sa direction politique. Voilà l'état du pays. Monsieur Félix a échoué en tout. Je ne dis pas que les présidents précédents étaient meilleurs. Je ne suis d'aucun bord. Je suis un républicain convaincu. Monsieur Tshisekedi n'est pas le meilleur président, mais il est le pire président que la RDC a élu sur base de mensonges. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à Monsieur Citoyen. Salutations fraternelles à tous. Les infrastructures que Mobutu avait laissées pour une dette de 13 milliards. Mais lui, en 8 ans, on est endetté de 17 milliards. Ça veut dire que si mon frère Eli Anel, qui est devenu président de la RDC aujourd'hui, il se verra obligé d'être confronté à une dette extérieure de 17 milliards. Mais maintenant, montrez-nous les réalisations qui suivent derrière. Il ne suffit pas de vous endetter, d'endetter le pays, mais derrière, il n'y a pas de réalisation. Vous allez dire l'université de Mbujimaï. Mon frère Eli, j'ai pris le temps de faire la somme de réalisation sur Félix Tshisekedi. Université de Mbujimaï, aéroport de Kolwezi, université de Kananga. Toutes ces réalisations n'atteignent même pas 5 milliards de dollars. Alors qu'on a un budget annuel de 20 milliards et un endettement de 17 milliards, mais les réalisations qu'on nous montre n'atteignent même pas les 20% de l'argent qui a été disposé à ce gouvernement. On se dit, où va l'argent? Ils nous disent, non, voilà, on a mis 3 milliards chaque année au niveau de l'armée. Très bien. Toujours dans l'optique du bilan. Il ne suffit pas de mettre 3 milliards au niveau de l'armée. Il faut se dire, que font les 3 milliards au sein de l'armée? Avant qu'il arrive au pouvoir, le budget de l'armée était à 500 millions. Mais on avait le contrôle de tous les territoires, n'est-ce pas? Le gouvernement central contrôlait tous les territoires. Maintenant, toi, tu arrives, tu mets 3 milliards, ça veut dire que 5 fois plus que ceux qui étaient là avant. Mais nous avons des territoires, 9 territoires que vous ne contrôlez pas. Finalement, à quoi sert de vanter que vous avez quintuplé le budget de l'armée si, sur terrain, les résultats ne suivent pas? C'est ça le problème, c'est ça ce qu'on appelle un bilan. Le bilan ne veut pas dire on a construit une route à Mbujimaï, on a construit une route à Kalam. Non, monsieur, vous avez eu combien? Vous avez un budget de 20 milliards. Vous avez endetté le pays à hauteur de 17 milliards. Mais quand on fait la somme des réalisations, on n'est même pas à 5 milliards. Où est passé l'argent? Personne ne va nous répondre. Et en termes de cohésion nationale, moi je grandissais, je n'avais même pas le temps de connaître tel et de quelle tribu, il vient de quel clan, il vient de quelle communauté. Mais aujourd'hui, on se régale en chaîne de faïence. Il suffit de critiquer Tshisekedi pour que certaines personnes se disent c'est la tribu qu'on critique. Au jour d'aujourd'hui,
Donc, critiquer la gestion de Félix Tshisekedi revient à insulter une tribu. Dire que Tshisekedi est un incompétent revient à insulter une communauté, une tribu en RDC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'identifient plus comme étant des Congolais. Ils s'identifient comme étant frères de Tshisekedi, camarades de Tshisekedi, tribaux de Tshisekedi ou je ne sais quoi. Et du coup, le pays est en état de déliquescence très avancé. Je rappelle ici que quand Tshisekedi arrive, il dit qu'il va réduire les trains de vie des institutions au profit du peuple. Tshisekedi vient trouver un député national avec un salaire de $8 000. Il fait en sorte que les députés aient $21 000 et il défend ça. Il dit que les députés ne faut pas qu'on ait Bembe. Quelqu'un qui vient pour changer, mais il empire la situation. Tu sais qu'il vient trouver un ministre d'État, il faut suivre José Makila, qui sous Kabila touchait $13 500. En RDC, le ministre d'État touche $75 000. Je mets quiconque au défi. En RDC, sous Kabila, le ministre qui avait autour de 12 000, sous Félix Tshisekedi, le ministre à 50 000. Le vice-premier ministre, sous Kabila, qui avait autour de 20 000, sous Tshisekedi, à 100 000. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre, ils ont $350 000 américains. Pour un pays où il y a des gens qui passent toute une journée avec $1. Donc, il vient pour améliorer, mais dans le mauvais sens. Il engrossit les avantages induits aux politiques. Cependant, la population est en train de croupir dans une misère très avancée. En 2018, dans le classement Doing Business, ça veut dire que le classement où les investisseurs regardent pour investir dans un pays, la RDC était 181e sur 194 pays du monde. Ça veut dire que en 2026, allez-y voir, la RDC est 185e. On a reculé de 4 rangs. Depuis qu'il est au pouvoir, quelle est cette entreprise de Renault qui a été installée à RDC? À part Mercedes, il y a inauguré dans mon colombo, tout le monde a bis passé à la tête. Allez-y, classement de pauvreté. Au jour d'aujourd'hui, la RDC est parmi les 3 derniers. La RDC joue au même standard que le Soudan du Sud et le Burundi, parmi les 3 pays les plus pauvres du monde. Est-ce que lui, il avait trouvé le pays dans cet état-là? Non. La RDC n'était pas bon, mais il n'avait pas assez reculé comme ça. Quand son cousin Nicolas Kazadi vous dit, Bisso, sous Félix Tshisekedi, dépense, il y a institution, et ça 5 fois plus élevé que sous Kabila. Ça, c'est Kazadi qui le dit. Si c'était citoyen panafricain, on devait dire que c'est un jaloux. Mais c'est Kazadi qui admet que sous Félix Tshisekedi, les dépenses des institutions ont quintuplé. Il ne suffit pas de nous dire qu'on a un budget de 20 milliards. On peut beau avoir un budget de 20 milliards, mais quand les institutions à elles seules vous prennent la moitié du budget et tous les 100 millions de Congolais doivent vivre avec l'autre moitié, il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça le budget. Donc ne venez pas nous dire quelques 2-3 infrastructures et puis vous dites le budget est bon. Non. Au jour d'aujourd'hui, pour chuter, je m'en vais chuter, vous allez comprendre que même le fonctionnement normal des institutions, les institutions ne fonctionnent plus normalement. Toutes les institutions ont été caporalisées par la présidence de la République. Suivez Madame Bissocho, elle le dit dans le live. Comment est-ce que l'Assemblée nationale a été constituée sous Félix Tshisekedi? Ces députés-là, tout a été décidé au niveau des services de renseignement et de la présidence. Donc pour être député sous Félix Tshisekedi, les élections n'auront servi quasiment à rien. Tout a été décidé au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de la présidence et des services de renseignement. Où est la démocratie dans ça? Où est la démocratie? Et ce sont ces mêmes députés-là, selon la loi Ngondankoy, qui devront se transformer en constituants pour décider sur la prochaine constitution qu'ils veulent nous imposer. Donc, Tshisekedi a créé ces robots députés à la présidence avec les services de renseignement. Il s'est donné une majorité hétéroclite de 480 députés sur 500 et il veut se servir de ces robots que lui-même a créés pour décider de l'avenir de toute une nation, pour tabler sur la constitution. Donc ces députés-là doivent se transformer en assemblée constituante. Alors que nous avons une constitution dont la constituante, ça veut dire que ceux qui ont travaillé dessus sont venus de toutes les couches de la société civile, l'opposition, le pouvoir, les confessions religieuses, pour décider de l'actuelle constitution. Mais tu sais qu'aujourd'hui va nous donner une constitution qui sortira de ces poulains, ces amis députés que lui-même a créés. Où est l'équilibre au sein des institutions? Donc le pouvoir exécutif est en train de donner des injonctions
et sur le pouvoir législatif et sur le pouvoir judiciaire, où vous voyez un Moutamba qui décide de qui doit sortir de la prison et qui doit rester en prison. Vous avez vu ça où? Où le ministre de la Justice qui défie le parquet, qui décide de qui doit sortir de la prison et qui doit être en prison. Et le monsieur, peut-être sous l'effet des stupéfiants, il vous distribue des peines de mort. Oh, bon, c'est la prière, Nabino Yasuka. Du théâtre, n'importe quoi. Et je vais chuter avec la désacralisation de la chose de l'État. Un président de la République où nous avons vu sa deuxième femme se faire couper le soutien par les services. Une présidence de la République dont vous entendez la première dame se faire des amitiés, des copinages avec des tiktokeuses, des filles sans moralité, des filles aux cuisses légères et des filles à moralité à problématique. Ce sont ces genres de personnes qui sont payées pour communiquer pour la présidence de mon pays. Dans mon pays, aujourd'hui, on a des ministres comme Boudimbo qui hier avait été arrêté à Londres pour trafic de chèques. Il avait un bracelet électronique dans son pied. C'est ce genre d'individus qui sont ministres dans mon pays, dont le pays est tombé très bas sous Félix Tshisekedi. Il faut qu'on puisse très rapidement fermer cette parenthèse triste de l'histoire de notre pays. J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur citoyen. Merci à vous. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter. Vous avez entendu, hein, on vous a laissé le temps de vous exprimer. On vous a pas coupé la parole. Il n'y a pas de motion, on va laisser d'abord les gens de parler, hein, voilà. Et puis voilà. Les amis, tapotez, merci de vous abonner et attendez, non, je parle. Vous voyez bien que je parle. Merci beaucoup les amis, merci de bien vouloir tapoter et surtout de sécuriser le live. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Voilà. Merci. Vous pouvez parler, Rochelle. Merci, monsieur Elka. Monsieur, je voulais répondre un peu à monsieur citoyen panafricain. Au début, quand je vous ai attendu, vous avez dit que vous étiez un économiste en formation. Je me disais, comment vos analyses seraient vraiment crédibles. Il faut éviter d'amener des suppositions, ça, de vos opinions sur des choses scientifiques. Monsieur, comme vous parlez, Joseph Kabila a réduit la dette. Frère, il faut savoir comment j'avais écouté que Joseph Kabila avait réduit la dette. J'ai fait des recherches pour comprendre comment Joseph Kabila a réduit cette dette. Frère, c'était en 2010. En 2010 que la Banque mondiale, le PPTE, signifie donc le pays le plus pauvre du monde, le pays le plus pauvre, très endetté. Quand ils se sont décidés de réduire notre dette, vous savez pourquoi? Déjà, les mots là, pays les plus pauvres, ça veut dire que nous étions des pays les plus pauvres. Et bon, c'est eux qui ont réduit la dette jusqu'à 12 milliards de dollars. Si vous ne le savez pas, c'était en juillet 2010 qu'ils avaient annoncé ça. Ça veut dire que Joseph Kabila n'a jamais réduit la dette de la RDC. Lui, c'est une partie de la dette a été réduite par la Banque mondiale et une partie, sa gestion a essayé de réduire la dette. Il faut le savoir, jusqu'à ce qu'elle s'est restée 3 milliards de dollars. Monsieur, soyons honnêtes. Bien sûr que moi, je peux dire que Kabila n'a pas, bon, Félix n'a pas tout réussi, mais quand même, le bilan positif pour moi. Bon, là, c'est mon opinion. Et puis, je vais essayer de l'argumenter. Pourquoi j'ai dit, quand vous avez parlé que Tshisekedi a eu le pays dans un très bon état, plus que tous les pays, tous les présidents qui sont passés. Frère, en 2019, il y a eu une épidémie qui a paralysé non seulement la RDC, mais tous les pays du monde, tous les pays internationaux. Donc, ça veut dire qu'il y avait plus vraiment beaucoup de commerce, il y avait tout ce qui, bon, presque toutes les choses qui étaient bloquées. Mais malgré ça, Tshisekedi a voulu quand même essayer de mettre quelque chose, de créer quelque chose, de créer des infrastructures, de mettre l'accès à la gratuité de l'éducation. Mais ce sont des choses à féliciter, monsieur. Monsieur, on ne peut pas dire que tout est positif. Il a eu le pays, il y avait 145 territoires, aujourd'hui il y a plus 145 territoires. On regarde comment est le contexte du pays. C'est pas qu'il a laissé le pays se vendre comme ça. C'est pas qu'il a laissé le pays se vendre comme ça. C'est juste que parce qu'il a la réalité qui était devant lui, qui n'a pas permis en sorte que jusqu'à maintenant, il puisse récupérer les territoires. Il faut d'abord regarder l'effort de ces présidents pour récupérer les territoires. Tout en étant en diplomatie, tout aussi en étant en militaire. Vous avez vous-même parlé, il a élevé le prix des militaires jusqu'à 4 000 $. Mais c'est quelque chose qui démontre qu'il a la volonté de récupérer les territoires. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci.
Je veux vous dire une chose, monsieur. Aujourd'hui, la mère même avait parlé de ça. On ne peut plus considérer l'AFC comme un groupe de belligérants parce qu'ils ne sont même pas des groupes de belligérants. Ça, c'est une invention contre notre armée. Jusque-là, nous sommes agressés. La RDC est agressée. Pourquoi Tshisekedi lui-même, il a clairement expliqué ça dans plusieurs de ses discours. Pourquoi jusque-là, il n'a pas pu récupérer les territoires facilement. Mais en premier temps, vous savez, Tshisekedi était très mal informé par les gens qui étaient autour de lui. Son conseiller en matière de sécurité, le chef de la maison civile. Imaginez-vous, c'est le chef de la maison civile qui a la capacité de nommer, de proposer au président de nommer telle personne. Le conseiller en matière de sécurité, c'est lui qui propose comment le président doit gérer la sécurité dans la crise de l'Est. Mais on vous dira que ces deux personnes-là sont des traîtres, ils complotent avec l'ennemi. Est-ce que vous pensez que vous allez juste gagner la guerre facilement comme ça? Bien sûr. Bien sûr que il a le devoir de restituer le pays comme il avait trouvé. Mais on doit au moins comprendre, on doit au moins voir les efforts qui sont fournis. Jusque-là, il vous a dit, qu'est-ce qu'il a fait en sorte? Il a parlé de ça, je crois que c'est en Belgique. Il a dit, il y avait des trahisons, il y avait des infiltrations par-ci par-là. C'est pourquoi vous avez vu des villes tomber par-ci par-là. Il vous a fait savoir, c'était en français facile. Mais juste que parce que nous avons une mauvaise foi, nous ne voulons pas comprendre la personne de Tshisekedi. Soit je ne sais pas si vous avez un contre la personne de Tshisekedi, que vous ne voulez pas voir le progrès qu'il veut réaliser dans notre pays. Mais monsieur, soyez au moins honnête avec vous-même. Tshisekedi a essayé quelque chose à la guerre ici. Et puis, ce que vous oubliez, c'est quoi? La guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Ça a commencé depuis le président Mobutu. Cette guerre ici a renversé le président Mobutu. Elle a renversé le président Laurent Désiré Kabila. Elle a dérangé le président Joseph Kabila pendant plus de combien de temps? Jusqu'à même en 2013. Et vous voulez que cette guerre aussi rentre avec le président Tshisekedi? Vous croyez que c'est le président Tshisekedi qui est le motif pour cette guerre? Si c'était lui le motif pour cette guerre, alors pourquoi la guerre a débuté depuis Joseph Kabila? Est-ce qu'on ne peut pas parler? Écoutez, monsieur, quand Joseph Kabila a pris le pays, bien sûr qu'il avait réunifié. Mais en 2009, le pays quelque part était séparé. Il y avait des territoires qui étaient partis chez les ennemis. Mais quand même, il a réussi à les récupérer avec le temps. Ça ne veut pas dire que si Tshisekedi est en train de combattre, on va rester jusqu'à là, Goma, Bukavu, va rester chez les rebelles. Et puis à la fin, il y aura la bataille des os. Et moi, réalisons au moins des efforts que la personne est en train de faire face à la crise de l'Est. Vous avez parlé encore, vu on est en train de parler du bilan. Je vais parler de l'éducation. L'éducation aujourd'hui, je vais vous dire, moi je suis à l'université de l'UPEN. Moi quand j'étais en 7e, je me disais jamais je vais étudier à l'université de l'UPEN. J'ai regardé les bâtiments étaient sales, j'ai regardé l'éducation, j'ai regardé ceci, cela. Mais aujourd'hui je suis rentré volontairement à l'université de l'UPEN pour dire vraiment l'université était modernisée, l'université était bien construite. C'est pas seulement l'université de l'UPEN. Il y a plusieurs universités qui ont été réhabilitées en RDC. Ça, un point sur l'éducation. Aujourd'hui, il y a l'accès à la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Combien des enfants sont rentrés? Plus de 4 millions des enfants sont retournés dans les bancs. Il y a un point sur l'éducation. Bien sûr que tout n'est pas devenu directement positif. Mais au moins, il faut regarder, il faut être honnête sur ce point-là. C'est pourquoi moi j'insiste. Soyons d'abord honnêtes avec nous-mêmes. Tshisekedi n'a pas réussi à faire tout ce que nous avait promis de faire à l'Allemagne. Bon, il faut regarder les efforts. Vous avez parlé sur les infrastructures. Monsieur, en moins de 7 ans, vous imaginez aujourd'hui, je ne sais pas si, moi je ne crois pas que vous êtes en RDC, vous êtes en RDC, soit vous êtes ailleurs. Partout où vous passez, vous voyez qu'on est en train de construire des routes. La commune de Kinshasa, qui était une commune très saine. Moi, j'ai habité la commune de Kinshasa depuis mon enfance. Mais aujourd'hui, je vois mon avenir être bétonné. Je vois des avenirs être bétonnés. Pas seulement au niveau de la commune de Kinshasa, même au niveau des provinces. Nous voyons des routes être bétonnées. Nous avons vu aussi la rocade qui vient d'être construite ici par le président Tshisekedi. Tout ça, c'est un point sur l'infrastructure. Au moment où il faut savoir quelque chose, l'alimentation d'un pays se passe par l'infrastructure. S'il n'y a pas l'infrastructure, monsieur, désolé, vous n'aurez jamais une alimentation bonne. Allons sur le point de l'économie. Bien sûr que nous avons été endettés. Vous savez, les États-Unis, si je ne me trompe pas, a une dette de
33 000 milliards de dollars. 33 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Je n'ai pas bien retenu les chiffres. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pays le plus pauvre du monde. Non, 26 milliards de dollars. 26 milliards. 26, mais c'est un pays. Merci beaucoup. 26 milliards de dollars de dette publique pour les États-Unis. Voilà. Merci beaucoup. 26 milliards de dollars. Mais ça ne fait pas de lui le pays le plus pauvre. Mais c'est le pays, d'ailleurs, le plus puissant du monde. Dans la dette n'est pas un problème. 26 000 milliards. 26 000 milliards, c'est ça. 26 000 milliards. Donc, ça veut dire que la dette ne fait pas d'un pays le plus pauvre du monde. Mais tandis que la dette, on regarde qu'est-ce que la dette en question a fait pour ces pays-là. Il a construit des routes. Il a modernisé l'éducation. Il a fait ceci, il a fait cela. C'est ça, c'est pour cela. On regarde l'objectif de la dette était pourquoi. C'est comme ça que vous allez estimer qu'un type ici, c'est dans son bilan, malgré la dette. Mais merci de bien vouloir chuter. J'ai tapé. Oui, je vais chuter. Je vais chuter sur la gouvernance. Frère, vous avez une minute pour chuter. D'accord, je vais chuter par là. Sur la gouvernance et la justice. Bien sûr, là vraiment, je félicite le président Tshisekedi pour sa gouvernance. Vu que moi, ce que j'ai aimé encore sur notre justice, c'est la première fois de voir des ministres devant des cours de cassation être jugés. Le ministre Constant Moutamba, Vital Kamerhe, même s'il a été libéré après, beaucoup de ministres ont été jugés, beaucoup de ministres ont été interpellés. Le déchet des Fivoyaux. Tout ça, Tshisekedi n'a pas voulu protéger son régime pour ne pas se faire passer comme un voleur. Parce que c'est que vous ne savez pas ici, monsieur. Quand un président laisse un voleur devant un parquet ou quelque part une juridiction, ça, vous devez savoir que ça va toucher même sa popularité sur son régime. Parce que ça se voit comme si ces régimes ici, ce sont des voleurs. Mais quand lui les laisse, ça veut dire qu'il a la volonté d'arranger. Quand vous allez répondre, messieurs citoyens panafricains, vous allez me dire un seul de ces ministres-là qui a été jugé au temps de Kabila et arrêté. Même un seul jugé et arrêté. Jugé seulement. Vous n'allez pas voir. Mais avec Tshisekedi, quand même, vous avez vu. Il faut accepter ce genre de choses. Même s'il n'est pas bon, quand même, il faut être honnête pour dire quelque part, il a aussi réalisé quelque chose de bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roche. Monsieur Roche, vous êtes étudiant. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter, surtout de vous abonner. Regardez, on est nombreux dans les commentaires, mais on ne tapote pas. Ceux qui sont en bas, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir tapoter. Mais, avant de revenir sur ce qu'a dit, j'allais quand même épingler quelque chose. Vous savez, les gens sont tellement malhonnêtes sur TikTok. C'est pas grave, je comprends pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que les Africains on a, nous tous, voilà, en général, les Africains sont indisciplinés. Hein. Ça, tout le monde le sait. Hein. Et l'indiscipline, regardez comment notre pays est en train d'être dirigé aujourd'hui. Vous verrez que tout est une question de manque de discipline. Voyez-vous, hein, pourquoi vous avez les gens se réveillent, détournent des millions d'euros, des dollars, etc. Et ils sont impunis. Et voilà, parce que les Africains sont indisciplinés. J'ai jamais vu, on dirait tout l'Okama, surtout Congolais, tous indisciplinés. Tout à l'heure, j'étais en train de parler, on me coupe la parole. C'est moi l'autre, hein. On me coupe la parole. Ça s'appelle le manque de respect. Moi, je prends la parole, tu me mets un coup de pression. Et je pense que si les intervenants entre eux, ils se mettent à se mettre des coups de pression, vous allez voir, ils vont commencer à s'insulter, ils vont commencer à se manquer de respect. Voyez-vous. Alors, les gens, tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils ont tellement une mauvaise foi, ils regardent ma réaction. Mais l'action qui a été faite, non. Ah, j'ai vu Fortune qui écrit, ah non, monsieur, il faut parler bien au panéliste et tout. Lorsque lui, il ouvre son micro, alors, pendant qu'il est sous mon panel, j'ai même pas encore j'étais en train de parler, il me coupe la parole. Ça s'appelle quoi? L'impolitesse. Le manque de respect. À un moment donné, en fait, le problème, c'est que vous êtes tellement hypocrite, vous êtes tellement malhonnête, et vous êtes à l'image de vos dirigeants qui sont en Afrique là-bas. Quand vous allez dans des lives des Français, vous voyez que c'est tellement organisé. Parce que la personne, quand elle va venir, et on va vous dire que non, on vous a mis 5 minutes. Chaque personne va venir, va donner 5 minutes. Et l'intervention, vous allez voir dans le commentaire, on va écrire motion. Et vous voyez que les gens se respectent, même s'ils sont en désaccord. Mais ils se respectent. Alors une fois, j'avais fait un peu cette expérience, je dis, écoutez,
Peut-être que je suis un peu assez dur avec ces gens. Peut-être c'est moi qui est devenu trop occidentalisé dans ma tête. Je vais leur laisser. Les amis, j'ai fait l'erreur de laisser les gens. Tout le monde m'a appelé. Monsieur Lee, quand vous n'êtes pas là, il faut couper le live. Les gens se sont insultés d'une manière incroyable. Et c'est comme ça que vous voulez que mon panel se ressemble, non? Parce que lui, quand il va commencer à parler, l'autre va vouloir l'insulter, le manquer de respect, etc. Non, ce n'est pas bien. Quand vous venez sur un panel, vous devez respecter les règles du panel. Ça veut dire, lorsque, tout à l'heure, pourtant, il a dépassé les 5 minutes, il est allé, mais je pouvais pas, j'ai tapé tambour à chaque fois, mais je pouvais pas, justement, le couper. Donc, tellement c'était trop, j'ai dit, il vous reste, d'accord? Il vous reste 1 minute. D'accord? Alors, comme moi je suis ton ami, Fortune, tu vas comprendre. Allez, ciao. Voilà, comme ça tu vas me parler de cette manière-là. Donc, respectons-nous. C'est très important. Je ne veux pas que ça passe dans des manques de respect. Je connais les Congolais. Ils sont tellement impolis, mal élevés. Voilà. Bolingabe, c'est nous la vérité. C'est nous la vérité. La dernière fois, je dormais, et comme maman, li, baka, sur mon panel. Alors, quand quelqu'un parle, vous lui laissez le temps de la parole jusqu'à la fin, que ça vous plaise ou non. Parce que bino, il faut pas qu'il y ait bino boye. Boza image ya ba dirigeant na bino, na opposition, na majorité boza la kabongo. Boza tellement indiscipliné ba Congolais. Je parle de tous les Congolais en général, même moi-même nakati. Alors, soko boyo moni ki na dictateur, kende na ba live na bino bo fingaka, ba lina ba matin, midi, soir. C'est quoi ces gens? Tellement médiocre. Car alors, on va diriger la bino. Merci. Monsieur Dexter Curtis, à vous la parole. Oui. Merci, merci cher Elie. Bonjour tout le monde. J'espère que vous portez bien. Bon, déjà, moi, d'entrée de jeu, je dirais déjà que le bilan de Félix Tshisekedi, il est très négatif. Il est très négatif même. Pourquoi je le dis? Parce que je ne parle pas par émotion, je ne parle pas par appartenance politique, mais moi je parle en termes de résultats, en termes d'indicateurs, et surtout même en termes de performance publique et d'efficacité de l'action de l'État. Moi je crois qu'un président, ça se juge sur 5 grands critères. Donc on a la sécurité, on a l'économie réelle, on a les infrastructures, on a la gouvernance et même l'amélioration du niveau de vie de la population. Donc quand je vais au niveau sécurité, ben c'est probablement le principal échec stratégique, hein. Parce que pour moi, après plus de 7 ans de pouvoir, l'État congolais n'a toujours pas réussi à rétablir durablement son monopole de la violence légitime dans plusieurs territoires de l'Est. Donc on a le M23 qui a repris d'importantes positions et les FARDC ont subi de lourdes difficultés militaires. Or, en sciences politiques, ben, la première fonction régalienne d'un État, c'est la protection du territoire et des citoyens. Donc, tu peux avoir des routes, tu peux avoir des écoles, tu peux avoir des programmes sociaux, mais si l'État ne contrôle pas effectivement son territoire, ben, il existe un problème fondamental de souveraineté. Donc, déjà pour moi, d'entrée de jeu sur le critère sécuritaire, ben, le bilan est difficilement défendable. Et quand je vais un peu sur l'économie, bon, on va sûrement me répondre, oui, mais la RDC connaît une croissance économique. Oui, on ne le nie pas. Mais on sait aussi que la RDC a enregistré 6,1% de croissance en 2024 et 5,7, je pense, en 2025. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais attention à l'erreur classique, hein, parce qu'une croissance de PIB, ben, ça signifie pas automatiquement l'amélioration du bien collectif, hein. Donc, et puis moi la question que moi je me pose, mais qui bénéficie réellement de ces croissances? Parce que si le PIB augmente principalement grâce au secteur extractif, mais notamment sur les minerais, alors que la majorité de la population reste confrontée encore au chômage, c'est beaucoup de pauvreté, c'est un fait pouvoir d'achat et surtout une insuffisance des services publics. Alors, on parle d'une croissance qui reste insuffisamment inclusive. Donc, autrement dit, pour moi, la RDC produit davantage de richesses, mais le problème est la transformation de cette richesse en prospérité sociale. Et c'est là que se situe la faiblesse du bilan. Donc, de ce côté-là aussi, c'est en PLS. Alors, quand je vais la diversification économique, par exemple, oui, aujourd'hui, la RDC est extrêmement dépendante de son secteur minier. Or, une politique économique réellement transformatrice devait utiliser les recettes minières pour financer massivement l'agriculture, que ce soit l'industrie ou l'énergie ou la transformation locale, ou encore l'emploi des jeunes et même la chaîne de valeur congolaise. Et donc, le problème n'est donc pas simplement de produire du cuivre ou du colbate. Le véritable indicateur de performance est combien de valeur ajoutée la RDC capture-t-elle elle-même.
Parce que si nous exportons principalement des matières premières et importons ensuite les produits transformés, mais nous restons dans une économie d'extraction plutôt que dans une économie d'industrialisation. Donc de ce côté aussi, pour moi, c'est en PLS, cher Eli. Alors quand je vais sur le quatrième indicateur, sur la gestion des finances publiques, le budget de l'État a énormément augmenté en valeur nominale. Ok, je vous l'accorde. Mais le budget initial 2026 avait été fixé à 54 000 milliards de francs CFA congolais avant d'être ramené à environ à 50... bon, j'ai pas trop les chiffres parce que j'ai pas honte de raconter une bêtise. Mais un budget important ne constitue pas à lui seul une performance. Parce que la vraie question, c'est de savoir, mais quel est le taux d'exécution? Quel est le rendement de la dépense publique? Quelle est la quantité de services publics supplémentaires de la population? Et reçoit-elle pour chaque fonds dépensé? C'est ça l'analyse, une analyse sérieuse. Et lorsqu'une institution constitutionnelle de contrôle, comme la Cour des comptes, ne reçoit effectivement qu'une partie de ses crédits budgétaires, ben ça pose nécessairement une question sur la capacité réelle de contrôle de la dépense publique. Et quand je vais sur les infrastructures, par exemple, oui, c'est vrai qu'il y a eu des réalisations, mais il y a eu le PDL 14.5T, 145T, je pense. Donc c'est vrai qu'il y a eu des écoles, il y a eu des centres de santé, il y a eu des infrastructures locales. Oui, il y a aussi eu la gratuité de l'enseignement primaire qui constitue quand même une réforme assez importante. Mais attendez, un bilan présidentiel ne se mesure pas au nombre de projets inaugurés. Je suis désolé. Il se mesure à l'impact net de ces projets sur le développement humain. Donc une école construite, mais sans enseignants suffisants, sans matériel pédagogique, sans électricité, sans financement durable, mais ça constitue pas une transformation complète du système éducatif. Je suis désolé. Donc il faut distinguer l'output, c'est-à-dire ce que l'État construit, de l'outcome. Donc c'est-à-dire que le résultat réel obtenu dans la vie de la population. Et c'est précisément là où je considère que le bilan reste insuffisant. Et quand je vais sur le 7e, 6e indicateur, c'est là le nerf de la guerre, la gouvernance et la reddition des comptes. Parce qu'un État moderne doit fonctionner sur 3 principes, sur la transparence, sur la redevabilité et l'efficacité institutionnelle. Or, lorsqu'on observe aujourd'hui les controverses répétées autour des trains de vie des institutions, les dépenses publiques et de la gouvernance, on constate l'augmentation des ressources publiques qui ne s'est toujours pas accompagnée d'une amélioration proportionnelle de la qualité institutionnelle. Donc, des critiques ont notamment porté sous le coup de la présidence et le train de vie des élites politiques. Donc, encore pour moi, une fois de plus, mon problème n'est pas de dire rien n'a été fait, ça serait faux. Mais mon argument est beaucoup plus précis parce que les réalisations existent, mais elles ne compensent pas les déficits structurels dans les domaines fondamentaux. Et c'est pour cela que si je devais donner une appréciation globale, je considérerais le bilan comme négatif. En tout cas négatif au regard des ambitions annoncées et des ressources mobilisées. Parce qu'après presque 8 ans, la question n'est plus de savoir qu'est-ce que le président a inauguré. Moi, je pense que la véritable question, c'est de savoir est-ce que l'État congolais est aujourd'hui beaucoup plus sécurisé? Est-ce qu'elle est plus efficace? Est-ce qu'elle est plus industrialisée? Est-ce que est-ce qu'elle est souverain, économiquement capable d'améliorer durablement le niveau de vie de sa population? Et c'est sur cette grille d'évaluation que je considère que le bilan de Tshisekedi est largement insuffisant. Il est en PLS. Donc je ne dis pas qu'il y a eu aucune réalisation, je vous connais. Je dis tout simplement que les résultats structurels ne sont pas à la hauteur de la durée du pouvoir. Encore moins des ressources disponibles et encore moins des promesses formulées. Et en matière de gouvernance publique, ce sont les résultats finaux qui comptent. C'est pas seulement les annonces et les inaugurations au journal officiel. Voilà ce que j'essaie de dire. Et pour terminer, Monsieur Eli, moi, je considère, et je le réitère encore, le bilan de Félix Tshisekedi, il est négatif, il est super négatif. Donc, je peux le démontrer par les indicateurs macroéconomiques. Prenons simplement la dette. Prenons simplement la dette. C'était quoi déjà? Voilà, la dette. À la fin 2018, on savait que la RDC avait environ 5,1 milliards de dollars de dette publique sur Félix Tshisekedi. Mais cette dette a fortement augmenté. Ça a atteint 13,1 milliards de dollars à la fin à fin juin 2025 et environ 14,5 milliards en intégrant les créances de la Banque centrale sur le Trésor. Donc les données disponibles pour fin 2025 situent même l'encours autour de 16 milliards de dollars. Donc ma question elle est simple, mais où est la transformation structurelle qui justifie une telle progression de l'endettement?
Parce que emprunter n'est pas forcément mauvais, mais une dette publique peut être parfaitement rationnelle si elle finance des investissements productifs, si elle augmente la capacité de production, si elle crée de l'emploi et génère suffisamment de croissance pour améliorer durablement le revenu des habitants. Mais si parallèlement le pays reste confronté à l'insécurité, à la pauvreté, au déficit d'infrastructures et à une forte dépendance aux matières premières, mais le problème devient celui de l'efficacité marginale de la dépense publique. Et c'est précisément pour cela que je qualifie le bilan de ce gars de ce type négatif. Donc je ne juge pas les discours, moi je juge pas les rendements socio-économiques des ressources mobilisées par l'État. Donc pour moi, une dette qui augmente peut être acceptable, mais une dette qui augmente sans transformation structurelle, proportionnelle, ça c'est une autre question, c'est une autre histoire. Merci Monsieur Eli. Merci à vous Monsieur Dexter Curtis. Les amis, je vous prie de bien vouloir tapoter. Merci, je vous prie de bien vouloir tapoter, surtout de sécuriser le live. Je demande à la majorité de bien vouloir prendre la place pour équilibrer le panel. C'est très important parce que là, depuis tout à l'heure, il y a que la majorité, il y a Roche qui est tout seul. Donc ceux qui sont normalement payés pour défendre le régime, veillez. Et ceux qui défendent le régime dans le bon sens parce qu'ils ont l'amour de leur président, veuillez monter. Ça, c'est des moments où l'armée numérique doit manger quelque chose. On te paye 300 €, 100 €. Mais toi, tu fais ces mots de panel toi-même. Non, 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 non. Si on te paye des 100 €, des 500 €, il faut aller dans des panels où tu sais qu'il y a un débat. Bon, c'est quand. Hein? Il faut aller dans des panels chez Monsieur Eli Anelka. Oui. Mais oui, toi on te paye. Toi tu fais le panel. Non, non, non. Il faut aller là où il y a la contradiction des débats. Mais moi si. Écoutez, l'armée numérique c'est pas mauvais. Hein. Je vous dis une chose. Lors demandez-moi Madame Topoké, j'avais demandé à ce que le gouvernement congolais puisse payer les créateurs de contenu qui font le travail dans le bon sens. Vous devez savoir un truc. La France paye. Ok? La France a des titans, les États-Unis, partout. Des gouvernements sérieux mettent de moyens. D'accord? Ils mettent des titans, etc. Ils appellent des personnes érudites. Ils réfléchissent sur la politique, la géopolitique de ce pays. Malheureusement, chez nous, on n'a pas des personnes qui réfléchissent de cette manière-là. Et chez nous, on aime toujours, ah, Monsieur Eli, vous êtes le meilleur président du monde. Ah, Monsieur Eli, tu es ceci, tu es cela. Comme le Congolais aime toujours qu'on le flatte. Merci beaucoup. C'est quoi ce cadeau? Oh, un virus? MDR. Non. Il faut venir sur un live où tu sais que tu vas défendre le président. Normalement, l'armée numérique, il fallait... Moi, j'avais bel et bien dit ça. J'ai même dit que le Congo devait même mettre un budget de 100 millions par an. C'est pas mauvais. Non, le mauvais, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est lorsque vous faites l'armée numérique pour nuire aux autres. Là, c'est pas bien. Nuire aux autres, ça veut dire quoi? On fait un live, vous venez, vous envoyez au service de sécurité, je sais pas, non, il faut bomayer, kangaye, ça. Non, ça, c'est des bêtises. Parce que nous sommes une république démocratique du Congo. Et là, il y a liberté d'expression. Parce que si on peut vous payer, c'est pourquoi. Admettons, par exemple, là, il y a le changement de la Constitution. Moi, normalement, si vous êtes payé pour défendre, il faut venir, vous monter dans un panel, vous dites, non, écoutez, nous, si on doit faire ça. Pourquoi? Parce que dans tel article, ça pose problème. Peut-être parce que. Et de l'autre côté aussi, il y a la contradiction. Vous voyez? Et vous gagnez des âmes. Ne pensez pas quand vous venez dans des panels comme ça, vous ne gagnez pas des âmes. Il y a beaucoup de personnes qui avaient peut-être une autre approche. Mais tellement qu'ils venaient sur mon panel, à chaque fois, ils ont changé d'avis. Ah, ils ont dit, ah non, franchement, moi j'ai eu des retours. Hein. Des personnes qui me disent, ah, monsieur Lee, j'avais une façon de voir les choses de cette manière-là. Maintenant, là, j'ai changé ma façon de voir les choses. Dans un sens positif. Mais quand vous faites des choses pour nuire les autres, ça, c'est pas bien. Ok? Voilà pourquoi on vous dit, ça, c'est un très bon thème. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment le président Tshisekedi. Ils aiment vraiment le président Tshisekedi. C'est normal, c'est humain. Ils sont fanatiques du président. Comme aux États-Unis, il y en a qui sont fanatiques d'Obama et tout. Mais peut-être en France, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est fanatique de Macron. Peut-être Macron aussi, mais j'ai jamais vu ça. Mais dans certains pays, il y a des personnes qui sont, comme par exemple Poutine, dans son propre pays, il a des fanatiques, tout comme des personnes qui détestent Poutine. Moi, j'ai rencontré beaucoup de Russes qui n'aiment pas Poutine.
Il déteste Poutine, incroyable. Ok? Donc vous venez sur un panel, vous défendez le bilan positif de Tshisekedi. Donc, ça serait bien. Moi, j'aimerais aussi inviter Wilfried Ekanga. C'est un géopolitologue. Il peut aussi donner son avis. Donc, venez donner vos arguments et on aimerait entendre. Quand vous êtes payé par la main numérique, il faut faire bien le travail. Faut pas venir faire un live toi-même, 5 à 20 personnes. Non, tu es en train de parler, pérorer. Non, il faut aller dans des panels où tu manges chez l'INLK, on te pose une question, tu défends. Et quand tu défends, on sent que oui. Même si on sait que tu mens, mais on sent l'intellectualisme. Ouais, par exemple, monsieur le changement, quand il monte ici. Que vous le voulez ou pas, le monsieur, il a l'art oratoire. Le changement, quand il défend ses idées, que vous soyez d'accord avec lui. C'est un monsieur intelligent. Quand vous voyez, par exemple, Maître Ken, quand il monte, que vous soyez d'accord avec lui ou pas, tu sens qu'il défend avec intelligence. Quand vous voyez, par exemple, monsieur Citoyen, quand monsieur Citoyen, il est d'opposition, quand il monte, tu sens, oui, c'est comme ça, monsieur Dexter, madame Topoké. Ce sont des débats d'idées, voilà. C'est de ça que nous voulons construire. Et non, vous venez, vous faites des captures d'écran, vous envoyez là-bas, à Kinshasa, à Ndjili. Quand quelqu'un va venir, il faut l'arrêter. Oh, ça, c'est des bêtises. Ça, c'est de toute façon, quelqu'un n'est pas intelligent, il faut des débats. Venez sur un panel neutre. Vous, on a déjà entendu que vous enregistrez des lives. C'est bien. Venez ici, tu montes, tu poses la question. Comme ça, tu vas recevoir ton petit salaire de 100, 200, 300 euros. Où est le problème? D'ailleurs, même on vous paye très bas. C'est trop peu quand même. C'est trop peu. Comment on peut vous payer 300 euros? Parce que vous faites quand même un travail magistral. Vous faites un travail magistral. Je sais pas comment on peut vous payer les 300 euros. J'avais bel et bien dit que le gouvernement devait mettre un budget au moins de 100 millions pour des personnes qui peuvent contribuer à l'essor de cet amour patriotique. De cet arrêt. En fait, il faut que les Congolais puissent renouer avec l'amour, avec le patriotisme pour leur pays. C'est pas mauvais. Tous les pays le font. Nous, on va pas dire non, pourquoi? J'entends beaucoup d'autres personnes. Oh, bah, ça fout avec tout bambongo. Le problème, c'est un problème de casting. Ils sont allés choisir des personnes que, excusez-moi. Vous savez de qui on parle, là. Des personnes là, il y en a, ils viennent sur mon panel, j'ai pas besoin de, voilà. Mais si on me disait aujourd'hui que non, ben, on paye monsieur le changement, moi, je dirais, ben oui, d'ailleurs, c'est excellent, monsieur le changement, maman Passy, voyez le casting. Donc, venez débattre, arrêtez de fuir. Jusque là, il y a aucune personne de la majorité sur le panel à part le Roche. Tous les autres sont en train de fuir. Venez débattre. Si vous êtes d'accord sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, vous dites, je suis d'accord. Pourquoi? Le bilan est positif parce qu'il y a ça. Si c'est négatif, parce que arrêtez de fuir, ça sert à rien. Vous parlez beaucoup comme ça, après on vous paye gratuitement. Donc il n'y a pas des inspecteurs qui viennent dans des panels pour regarder, mais qui a mieux défendu le président? Comment vous pouvez imaginer que Maniké, on puisse dire que Maniké fait bien le travail? Comment on peut dire que Maniké fait bien le travail alors qu'il y a Maman Passy, il y a tout le monde qui défend bien le pouvoir? Donc déjà même les personnes là vous manquent de respect. Hein? Les personnes là vous manquent de respect. Quelqu'un comme Maniké, on va dire que Maniké fait bien le travail devant Maman Passy. Devant monsieur le changement. Mais ça c'est déjà la personne là qui est même à la base de ça. Lui il faut le tirer les oreilles. Eh ben yo amtaba désert. Amtabuzoba. Hein? Parce que quand on parle de l'armée numérique, il faut battre bongo, battre mayele. Rwanda attend ça l'armée numérique, a bana mayele. Ça veut dire quand ils montent, même n'a pas nga ça ba débat na tika ba Rwanda ba mata. Oko yoka moi c'est Matibo mobile Matiboy. Azo défendre Mbokana, il défend son pays. Siko yebisanga mutoro Maniké. Orotie wapi déjà na histoire ya Mbokana ebité. Non mais sérieux. Donc s'il vous plaît, voilà. Donc je vous laisse que le débat soit équilibré de la majorité comme l'opposition et c'est ça qui fait voilà. C'est pas mauvais de manger l'argent en tout cas, mais faites-le bien. Ne faites pas pour nuire les autres, c'est vraiment insensé et c'est bête. Voilà, merci beaucoup. On va donner la motion à M. Citoyen, il y avait une motion.
Monsieur le citoyen, à vous la motion. Ouais, merci beaucoup, monsieur Eli Anelka. Je réponds directement à monsieur Roche qui était là, qui parlait on parlait de l'effacement de la dette avec l'initiative PPT. Monsieur Roche, vous devez savoir comment est-ce que les institutions de Bretton Woods fonctionnent pour les pays qui sont très endettés et qui sont pauvres. Ces institutions-là demandent à ces pays endettés d'atteindre ce qu'on appelle les points d'achèvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous avez une dette extérieure, par exemple, de 13 milliards. On vous dit, à votre niveau, pour que nous puissions vous aider à éponger la dette, le point d'achèvement serait que vous puissiez payer 60% de la dette. C'est ce qui a été fait entre 2007 et 2010 sous le gouvernement du Premier ministre Mouzito. Le gouvernement Kabila et Mouzito ont payé 7 milliards sur le 13 que la RDC était en train de devoir à ces institutions. Et une fois atteint ces points-là qu'on appelait les points d'achèvement, on a annulé le reste des 6 milliards. C'est là où la dette a été effacée. Donc, de 2010 à 2018, la RDC a fonctionné quasiment sans dette. 2 cycles électoraux ont été organisés en 2011 et en 2018, celui qui a conduit, qui a porté Tshisekedi à la tête du pays, sans pourtant qu'on aille prendre de l'argent à l'étranger. Et je peux même renchérir pour dire, les cartes d'électeurs des élections de 2011, de 2018, sont encore en vie jusqu'aujourd'hui. Tandis que, sous Félix Tshisekedi, avec un budget de 20 milliards, avec un endettement tel qu'on venait de le décrire ici, pour organiser les élections de 2023, on s'est endetté. Ces élections nous ont coûté 1,5 milliard. Avec quel résultat? 7 jours d'élection en violation de la loi électorale. Avec quel genre de carte d'électeur? Une carte d'électeur à usage unique dont le visage disparaît après 3 mois. Donc vous comprenez que le budget, il est totalement en situation de déliquescence. Pour défendre, il faut avoir vraiment des tripes. Merci. Merci beaucoup. On va donner la parole à madame ou monsieur. Non, c'est monsieur, excusez-moi, Beka. Tapotez en bas, s'il vous plaît. Ah, ok, merci pour la parole là. C'est monsieur Blaise depuis Lubumbashi. Je suis vu les gens en train de dire beaucoup de choses sur le panel. Le bilan du président Félix Tshisekedi n'est pas du tout mauvais. Pas du tout mauvais pour nous de l'espace Grand Katanga en général. Pas du tout mauvais. Je suis un entrepreneur. Je veux juste aller dans mon secteur. Je suis dans les gardiennages, je suis dans la production des craies de l'école. Je prends l'exemple de mon école, de la côté production des craies. Avec la route qui nous est asphaltée, Lubumbashi, Kamina, Mweneditu, mon entreprise a connu un essor terrible. C'est-à-dire sur le plan de production des craies seulement, à l'époque, je ne produisais que pour l'espace Likasi, Kolwezi, Kasumbalesa. Et là, la route me permet d'aller jusqu'à Mina, Mweneditu, l'espace Kasaï. Je suis en train d'aller dans l'espace Kasaï.